C'est à moi d'intervenir. On a repris l'antenne, donc les auditeurs sont là, sont à l'écoute, en FM, en vidéo. Tout le monde est là, Michel ? Ouais. Et le public est là également. C'est la fin de la journée, il commence à y avoir un petit peu moins de monde, mais il y a du monde quand même. La dernière table ronde, je parle pas de table ronde parce que c'est un petit peu ambitieux de dire table ronde, c'est plus... D'abord les carrés. Oui. Et les rectangulaires, cette table. Je parle plus de discussion. Donc dernière discussion sur les associations, c'est-à-dire on est sur les acteurs du patrimoine. Un des acteurs c'était les enseignants tout à l'heure, le deuxième acteur c'était les élus. Et nous, en tant qu'association, je dis nous parce que je m'identifie aussi à vous, on a un rôle à jouer par rapport à la transmission de ce patrimoine. J'ai invité aujourd'hui 3 représentants de ce monde associatif local. Véronique Autixier, vous êtes présidente de l'association Loire et Généalogique. Bonjour. Oui. Bonjour. Christian Chenot, vous êtes doublement président. Vous êtes président de la SAO, Société archéologique et historique de l'Orléanais. Bonjour Christian Chenot. Bonjour. Et vous êtes également président du Cercle des cartophiles du Loiret. C'est ça, voilà. On complétera tout à l'heure. Ouais. Florent Mouot, vous êtes un des administrateurs de la FAL, la Fédération archéologique et historique du Loiret. Bonjour Florent Mouot. Donc le rôle important qu'on a, on en est conscient, on n'est pas là par hasard, on est bénévole, mais par contre on est conscient que ça a une importance auprès des habitants, auprès de nos adhérents, de perpétuer ce patrimoine. Tous les 3, donc, vous représentez en fait des thématiques, c'est-à-dire qu'en matière d'association d'histoire locale, il y a des associations comme ici à Chevilly, on s'intéresse à l'histoire de Chevilly. On a eu les racines du Pays Loire-Beauce ce midi, c'est le Pays Loire-Beauce, c'est régionaliste entre guillemets. Vous, c'est thématique. La généalogie, il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, la cartophilie, pareil, l'archéologie aussi. Comment vous gérez tout ce patrimoine? Comment vous gérez vos adhérents? Véronique Autixier, vous gérez une grosse association de plus de 500 adhérents. Voilà, c'est ça, une association qui a été créée en 1976, donc qui fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Oui, nous avons plus de 500 adhérents. Donc, l'objectif de l'association à la base, c'était de créer une base de données en faisant des relevés dans les registres d'état civil et les registres paroissiaux, et pour créer une base de données qui est mise à la disposition de tous. Donc, et pour faciliter le travail des généalogistes. Voilà, ça évite de tourner les pages de tous les registres. Le but est atteint. Le but est atteint aujourd'hui. Alors, nous avons à peu près plus de 5 millions d'actes, environ 5 millions d'actes sur notre base de données. Et il n'y a pas forcément ça dans tous les départements en France, donc merci le Loiret généalogique. Ça fait 50 ans qu'on y travaille. Oui. Sur l'archéologie, donc Florent Mouot, en fait, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous êtes non pas une association, enfin si, vous avez le statut d'association, je pense. Alors, on n'a pas un statut d'association, mais de fédération. Voilà, vous fédérez plusieurs associations. C'est ça, on chapeaute, on accepte toutes les adhésions d'associations. Et on est majoritairement formé de membres associés qui appartiennent à des associations locales. Donc c'est pas nous qui allons nous substituer à l'association locale d'histoire ou d'archéologie, mais on va associer tout ce monde local pour en faire une force départementale et pouvoir participer à des projets plus importants et pouvoir en même temps donner notre aide à des projets communs de recherche qui sont portés par des universités ou des labos de recherche, par exemple. Et à l'échelon de tout le département. À l'échelon de tout le département, tout à fait. Et il y a du travail parce que des projets, je veux dire, en termes d'archéologie, il y en a énormément. Alors il y en a énormément. Après, il y a des structures qui les portent elles-mêmes, notamment des structures dont on est partenaire, type le service archéologique de la ville d'Orléans ou le service départemental d'archéologie. On est sollicité, aussi l'INRAP, tout à fait, et on est sollicité dans quelques cas pour supporter en partie le financement via la FAL pour certains projets, type Tournoisie dont vous avez dû entendre parler, où il y a eu une fouille cette année. Sollicité par rapport à une expertise que vous avez, et puis par rapport à des moyens humains que vous avez, c'est-à-dire pouvoir mettre à disposition des bénévoles pour les fouilles. Alors on a des bénévoles, tous nos bénévoles peuvent accéder aux fouilles archéologiques toute l'année, avec sur les fouilles de nos différents partenaires.
Vous les formez, non? Alors, certains sont formés, certains sortent de cursus archéologiques, comme moi par exemple, et d'autres sont des membres qui apprennent sur le tas et qui deviennent formés avec le temps. C'est aussi ça qui fait la force, c'est qu'on a des personnes qui sont jeunes et qui souhaitent apprendre, et à qui on va essayer de transmettre. C'est l'occasion, et des personnes qui sont plus âgées, des anciens chercheurs, des anciens archéologues, qui permettent aussi cette transmission. Il y a plusieurs associations sur le Loiret, je pense à Neuville-aux-Bois, je pense à Bazoches-les-Gallerandes et Artenay, des associations qui ont existé et qui existent toujours depuis les années 70, qui se sont montées à l'époque grâce à l'abbé Nolan, par exemple, à Artenay, qui ont favorisé la création de ces associations. Oui, et c'est aussi ce qui a amené la création de la FAL en 74. Voilà, c'est la même époque. C'était cette volonté vraiment d'avoir une vision au niveau du département et pas juste de laisser chacun dans son petit coin. L'archéologie, c'est important. Et quand on parle d'archéologie, souvent dans la tête des gens, l'archéologie, c'était l'Antiquité, c'était l'époque antique. L'archéologie, c'est aussi même l'époque contemporaine. Aujourd'hui, on va de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, oui. C'est ça. Et ça se voit notamment dans les programmes de recherche qui passent par nous. On va avoir des programmes de recherche qui vont intéresser, alors on n'en a pas en cours sur la préhistoire, mais on en a sur la période gauloise au niveau d'Orléans. On en a sur l'époque romaine avec d'autres. Et puis après, on va avoir du médiéval et on va avoir aussi tout ce qui est étude des forêts via le LIDAR sur toutes les périodes contemporaines, avec les implantations de monastères, toutes ces traces qui ont disparu au final, que nous on voit pas en se promenant en forêt, mais qui sont toujours là et qui peuvent être visitées par des bénévoles de manière régulière. Parce qu'on a une doctorante qui travaille justement toujours sur la forêt d'Orléans et qui organise des visites chaque année pour justement valoriser ces vestiges. Ok. Généalogie, archéologie, vous êtes des facilitateurs, on va dire. On parlait tout à l'heure de passeurs de mémoire, vous l'êtes aussi un petit peu. Mais en tout cas, vous nous aidez à travailler sur nos ancêtres, sur les traces que les civilisations précédentes ont laissées aujourd'hui. Je pense que de toute manière, avec la généalogie, l'histoire, la cartophilie, on est complémentaires. Et l'un sans l'autre, il manquera forcément un maillon dans la chaîne. Oui, c'est-à-dire moi, si je veux travailler sur mes ancêtres, je m'adresse à Véronique pour la généalogie, je m'adresse à Florent pour l'archéologie, pourquoi pas. Enfin, mes ancêtres ont évolué avec sur la génétique, on peut presque tout faire maintenant. Et puis sur les cartes postales anciennes, Christian Chenot, parlez-nous un petit peu de l'ASAO. Alors pour le coup, l'ASAO, c'est pas une association thématique parce que vous traitez tous les sujets possibles et imaginables de l'histoire. De l'archéologie et de l'histoire locale, en tout cas, sur le Loiret et sur l'Orléanais. Oui, je crois qu'il faut dire, d'ailleurs, les élus l'ont dit, ce qui était bien, ça fait plaisir, c'est que, voilà, ce qui c'est qui fait vivre le patrimoine dans les communes, c'est souvent le milieu associatif. Et donc, notre objectif, notre mission, nous, c'est de diffuser et de valoriser. Et donc, alors c'est vrai que la Société archéologique et historique de l'Orléanais et le Cercle des cartophiles du Loiret n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes publics, n'ont pas les mêmes publications, on ne s'adresse pas forcément au même public, mais l'objectif est bien le même, de faire connaître et de valoriser. Alors la SAO, que l'on appelle encore société savante, donc elle, bien sûr, va de l'archéologie, de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, alors que le Cercle des cartophiles, on est forcément sur une histoire immédiate. Voilà, c'est début XXe siècle. Début XXe siècle, voilà. Et donc, mais en même temps, comme je te le disais tout à l'heure, c'est aussi Cercle des cartophiles et collectionneur de vieux papiers. C'est important. Donc tout ce qui est facture ancienne, en tête, publicité dont tu as parlé tout à l'heure, plaques cochères et tout ça, ça fait partie de tout ce qui est image. Donc c'est vrai que le Cercle des cartophiles s'intéresse plus à l'image, tout ce qu'on retrouve dans l'imagerie. Et la SAO, va beaucoup plus loin. Effectivement, on a des médiévistes, on a des préhistoriens, on a des gens qui font des recherches très 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 profondes, quoi. Voilà. Il y a une complémentarité entre les bénévoles et amateurs que nous sommes et puis les historiens professionnels. À la SAO, vous avez quand même des experts, des anciens enseignants ou enseignants toujours. Bien sûr, oui, on a un lien. Des gens qui peuvent apporter une expertise, une connaissance. On a un lien permanent et qu'on entretient avec l'université, c'est évident. Hein. Donc déjà, il y a des universitaires au conseil d'administration, mais aussi on fait en sorte qu'il y ait des intervenants, c'est-à-dire que dans nos conférences, on ait justement
des étudiants qui sont en master d'histoire à la fac d'Orléans, et donc mais les professionnels ont également besoin du travail des amateurs et des bénévoles. On est là pour les aider aussi. Oui, c'est important ça, parce que moi des fois je le dis aux universitaires, ça serait bien que vous regardiez des fois nos bulletins, parce que ça vous éviterait de dire des bêtises. Hein. dans le dernier ouvrage sur l'histoire d'Orléans, il y a des choses qui sont pas exactes, mais qui sont exactes dans le bulletin des cercles des cartophiles. Donc voilà, il faut aussi qu'on échange. Voilà, donc c'est important qu'il y ait un échange entre les universitaires et les gens qui se disent, que l'on dit amateurs. Voilà, donc. Vous êtes président récent de l'ASAO, par contre vous avez été président des cartophiles depuis un certain temps, non bon, vous savez tous que, bien sûr, c'est l'histoire, la cartophilie, c'est Muguet-Rigaud, avec Michel Petit, avec les pionniers qui, en 79, ont créé le cercle. Et puis, c'est vrai qu'après la disparition de Muguet-Rigaud, il fallait quelqu'un. Alors, l'autre souci du milieu associatif, il faut quand même le dire, c'est qu'actuellement, on a beaucoup plus de mal à trouver des bénévoles. Et je voulais en parler, justement, les contraintes. On a présenté le milieu associatif comme si tout allait bien, on a quand même des contraintes et des difficultés en termes de ressources, c'est-à-dire ressources à la fois humaines et financières. On n'a pas assez de bras et puis on n'a pas assez d'argent. Donc on a un travail important, c'est d'aller le chercher, cet argent, des subventions, des partenaires privés, etc. Donc tous les trois, je pense que vous avez ce travail-là à faire et vous le faites. Les subventions pour nous, oui, c'est essentiellement le département. Alors vous êtes départemental, effectivement, oui. Et du coup, pour le coup, c'est pas des communes qui vous aident, c'est le département. C'est ça. Ouais. Puis après, ça passe aussi par les différents programmes de recherche, justement, qui peuvent aller demander des subventions ailleurs. Ouais. Nous, si on s'adresse au département, on nous dit non, vous êtes communal, donc demandez des sous à votre commune, quoi. Le Loir-et-Cher, vous avez peut-être une aide. On ne demande pas de code. Non, on a un petit matelas, on va dire. Donc voilà. Puis c'est tellement compliqué aussi de faire des demandes de subventions, c'est long, pour quelquefois avoir pas grand-chose. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc Véronique, vous pouvez nous parler un petit peu de l'évolution du métier de généalogie, enfin du métier de la généalogie, en tout cas dans son ensemble aujourd'hui, avec Internet, avec les logiciels, ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a. C'est vrai qu'avant, les bases de données, elles étaient sur du papier. Ouais. Alors que maintenant, elles sont sur un site commercial, on va dire. Donc, on loue notre base de données, mais pour nos adhérents, on la met en accès libre. On peut citer ce site commercial, c'est Généanet, non ? C'est Philae. Philae, d'accord. Philae, voilà. Donc, eux nous financent, c'est pour ça qu'on n'a pas franchement besoin de subventions. D'accord. Et sinon, on évolue en proposant des initiations à la généalogie, des formations. Que l'on peut faire avec justement le progrès, c'est qu'on peut faire des visios. Ouais. Donc les formations, on les fait en visio et en présentiel. Ouais. Donc l'initiation à la généalogie, on essaie d'aider les adhérents à utiliser toutes les sources qui sont disponibles sur Internet, donc sur les archives départementales, sur les archives nationales, enfin tout ce qui est à notre disposition qui a été numérisé. Ensuite, on fait des expositions pour permettre justement de voir un petit peu notre travail sur différents thèmes. Donc on a fait une exposition il y a 3 ans, je crois, sur la guerre de 1870. C'était les 150 ans, donc on fait des permanences dans notre local. Et puis on a aussi une bibliothèque dans laquelle on a des revues d'associations d'histoire locale, pour permettre justement de faire vivre nos ancêtres grâce justement, dans leur milieu familial, dans leur milieu local. Et vous n'avez pas quand même un petit peu l'impression que les gens restent chez eux, vont sur Internet plus facilement de plus en plus. Oui. C'est vrai qu'avant, on avait dans nos permanences beaucoup d'adhérents qui venaient consulter nos archives, alors que maintenant, à la base sur Philae, les gens restent chez eux, derrière leur ordinateur, ont une facilité d'avoir 5 ou 6 générations en une après-midi. Donc, on ne fait pas la même généalogie, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui alignent qui superposent les noms, les dates et les lieux sans vérifier quelquefois, voilà, mais sans approfondir non plus l'histoire des individus. Donc, la généalogie, c'est pas seulement une collection de noms qu'on met dans les cases. C'est ça, faut les faire vivre aussi, sinon il n'y a pas d'intérêt. Il faut faire parler nos ancêtres. Voilà. Florent Mouot, à Artenay, avant, il y avait des séances cailloux.
qui était organisé, c'est-à-dire les gens venaient avec des choses qu'ils avaient trouvées dans les champs, et puis on faisait une analyse de ces cailloux, entre guillemets, des silex, etc. Dans l'esprit des gens, l'archéologie, c'est un petit peu ça, c'est des cailloux, mais c'est pas que ça, c'est aussi la vie de nos ancêtres autrefois. Exactement, hein, c'est via les traces qui ont été laissées, on va chercher à comprendre non seulement qu'est-ce que ces traces révèlent de l'habitat, de la vie quotidienne, mais aussi de la sociologie de la société de l'époque. Ouais. Qu'est-ce que ça va nous raconter sur les rites qui étaient pratiqués dans les sociétés anciennes. Enfin, il y a tout un aspect moins palpable. Et ça, c'est aussi très important de l'étudier. Alors certes, c'est peut-être moins visible, moins palpable pour les différentes personnes qui peuvent venir voir un site, mais c'est toujours intéressant de s'y intéresser. Mais c'est ça justement l'expertise que vous pouvez nous apporter. Moi, je trouve ce que j'appelle un caillou dans un champ, et je vous l'apporte parce que moi je l'ai pas, l'expertise. Et puis vous me dites, ce caillou, oui, il a une valeur intéressante, il a un intérêt parce qu'il date de telle époque, il a servi à tel usage, etc. Donc merci la FAL de nous aider. Oui, heureusement qu'on a un ensemble de spécialistes sur les différentes périodes pour nous aider, parce qu'on n'est pas tous spécialistes de l'ensemble. Et donc la SAO, c'est pareil. Il y a des séances qui sont organisées, des conférences le vendredi, je ne sais plus exactement. Oui, c'est ça, je voulais dire. Et ça, c'est public. Hein. La question que tu nous posais, c'était comment les associations peuvent-elles partager et valoriser. Ça, c'est important, le partage. Et ce qu'il faut dire que l'entraide et le partage. Gros travail aussi bien à la SAO qu'au CERC, c'est les publications et les conférences. Ouais. Et ça, c'est effectivement un gros investissement, déjà en termes de communication, et puis en termes financiers aussi, parce que pour faire des publications, il faut les imprimer. Voilà. Donc tout ça, et puis il faut aussi les rédacteurs. Donc on revient à la case départ, c'est qu'il faut beaucoup de bénévoles qui s'investissent, parce que c'est tous les bulletins. Alors les bulletins de la SAO, ce sont les conférenciers, ça rend compte de toutes les conférences qui ont lieu. Donc toutes les conférences qui sont présentées à la SAO sont ensuite intégralement dans le bulletin. Mais alors le bulletin est donc semestriel à la SAO, au cercle des cartophiles il est trimestriel, et ça c'est des gros travaux. Donc, mais c'est important, voilà, si on veut faire connaître, si on veut diffuser, et c'est pas simple parce qu'on a eu un débat sur l'écrit cet après-midi. Le rapport à l'écrit est de plus en plus difficile, c'est-à-dire que les gens maintenant vont chercher des vidéos sur Internet et ils prennent ça content, voilà. Il n'y a pas de contrôle, on ne sait pas ce que c'est de l'histoire, oui, d'accord. Mais donc, c'est pour ça que c'est important de nous, on retravaille en profondeur avec des sources, avec des références, avec des archives, voilà, en disant, avec le papier, c'est important. Avec Internet, en fait, on est noyé dans des milliers de contenus. On regarde ce qui nous intéresse, mais on ne regarde pas forcément ce qui est intéressant, quoi. Et vous, ce que vous apportez, par contre, c'est intéressant, c'est des publications, c'est des choses vérifiées, sourcées. Voilà, c'est surtout référencé. Voilà. Il y a les sources, parce que sur Internet, on trouve tout. Et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur historiques, mais qui sont pas du tout fondés, qui sont même des fois complètement faux. Voilà. On se retrouve avec des choses scientifiquement fausses, et on se retrouve complètement dans les choux. Et on rencontre les mêmes problèmes que vous avec notre revue archéologique, où on a des fois un peu de mal à trouver du monde qui veut s'engager dans la publication justement de notre revue annuelle. On parlait de Génianet et Philae tout à l'heure, c'est le meilleur exemple. C'est que le problème sur ces deux sites, c'est que les adhérents, les abonnés, peuvent mettre l'arbre en ligne. Mais la plupart du temps, ce sont des copies de copies, et il y a beaucoup d'erreurs qui sont pas forcément vérifiées, mais qui sont répétées. Donc, puis qui sont pas sourcées. Enfin, souvent, les gens ne sourcent pas leur date, leur lieu, enfin tout ce qu'ils mettent, quoi. Donc, du coup, pour vérifier, c'est pas évident. Christian Chenot, un petit mot sur le fait que la SAO, avant, quand on parle de société savante, la SAO était d'une certaine façon un petit peu fermée, c'est pas vraiment le mot, mais aujourd'hui, en tout cas, vous faites un effort pour vous ouvrir. Les conférences du vendredi soir sont ouvertes au public, même si on n'est pas adhérent de la SAO, je crois, non ? Voilà. Et puis, c'est vrai que il n'y a pas que des universitaires qui interviennent à la SAO. Voilà, la prochaine conférence, c'est Sylvie Blanchet
Porcher, voilà, une Qui est venue tout à l'heure. institutrice qui va faire une conférence. Donc ça, je trouve ça très bien. Et alors, c'est pas, on va dire, on va démocratiser, mais en même temps, voilà, on fait en sorte que ça s'ouvre. Et bon, parce que le terme société savante fait encore peur. Voilà, on va pas aller voir. Mais il y a un côté prestige quand même, un côté crédibilité. Bien sûr, bon, aussi bien la SAO que l'Académie. En plus, on se réunit dans des lieux, là, du coup, prestigieux. C'est vrai que se réunir à la salle des thèses, c'est pas rien, quoi. Vous avez parlé de l'Académie. Qu'est-ce que c'est l'Académie? C'est l'autre association, voilà, qui est... C'est l'Acado? Oui, c'est ça, l'Acado, ouais. L'Académie d'Orléans? Voilà, l'Académie d'Orléans, oui. Donc voilà, c'est donc des gens avec qui là, effectivement, les conférences sont toujours mensuelles, avec un rendu compte dans leur bulletin. Et là aussi, on a quelque chose de sérieux. C'est bon, à la limite, nous, quand le conférencier tient pas la route, on publie pas dans le bulletin. Hein, voilà, c'est clair. Hein, donc faut qu'on soit crédible en termes de société historique, quoi. Dans chaque département, il y a ce qu'on appelle une société savante. Vous communiquez et vous travaillez avec d'autres associations et d'autres sociétés un petit peu partout en France. On échange avec d'autres régions, mais bon, pas tant que ça. Bon, il y a pas tant d'associations, notamment régionalement. On n'a pas trop de. Non, mais en tout cas, vous recevez les revues des autres. Ah bah oui, complètement. Sociétés, donc c'est intéressant d'avoir des informations. Et puis on a aussi une bibliothèque et un centre de ressources important, justement. Voilà, rue Potier, où tous les bulletins qui nous arrivent de la région entière sont classés, donc et ils sont consultables. Donc, voilà. J'ai déjà eu l'occasion d'aller dans les caves, les sous-sols, dans le sous-sol de la SAO, et c'est vrai qu'il y a des alignements d'anciennes publications de la SAO, c'est impressionnant. Et des bulletins de toutes les autres régions, justement. Ah oui. Ouais. Mais on tombe sur des bulletins de 1850, enfin du 19e siècle. Ah bah oui. La société, qui n'ont pas encore été vendus. La société est dans les murs depuis 1882. Donc, oui. D'accord. Florent Mouot, la FAL a mené des campagnes de fouilles, de travaux récemment sur différents sites. Alors, anciennement, la FAL avait des autorisations de fouilles. Aujourd'hui, c'est plus le cas, puisque c'est réservé aux professionnels. Mais on est affilié notamment sur un PCR à Tournoisy, où il y a eu cet été des fouilles de reconnaissance sur la motte de Nid. Un PCR. Un programme commun de recherche, excusez-moi. Et donc, plusieurs de nos bénévoles ont pu participer à cette fouille-là. Et on a pu apporter aussi notre expertise sur les objets trouvés, sur les structures trouvées, notamment des structures de chauffe, du petit mobilier. C'était très intéressant, avec aussi cette confrontation avec des archéologues du département qui ont pu aussi venir apporter leur expertise sur ce projet-là. Vous avez dit on n'a plus le droit de faire des recherches, c'est ça? Il n'y a plus que l'INRAP qui a le droit, non? C'est les professionnels qui ont les autorisations de fouille en tant que responsables de chantier. Nous, en tant que fédération archéologique, on n'a pas de professionnels engagés, même si on en a plusieurs qui sont dans le domaine. Et ça nous permet aussi justement d'avoir des liens de partenariat avec différents organismes qui nous permettent qui permettent à nos membres et aux membres des associations qui sont affiliés à nous de pouvoir fouiller toute l'année s'ils le veulent. Il y a aussi un élément que je voulais souligner, c'est parce qu'on en a parlé un petit peu dans l'après-midi, c'est les musées, les petits musées d'ethnographie notamment, parce que bon, moi j'ai passé ma carrière à mettre en place ce type de musée chez Scie, à Loury, à Nivelles, à Boine, et actuellement ces musées sont tous dans la peine, parce que c'est vrai que, alors par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que les bénévoles s'épuisent, et puis l'autre truc, c'est que les visiteurs sont de moins en moins nombreux, donc il y a vraiment un vrai travail de sensibilisation pour alors on parlait du papier, mais aussi l'objet est important, c'est qu'il faut absolument qu'on incite les gens à venir voir. Les gens ont peur des musées, quoi. Et les musées, que ce soit le musée de Chessy ou le musée de Loury, ils ont du mal à vivre parce qu'il y a de moins en moins de visiteurs, donc il faut absolument qu'on travaille ça, et c'est très important parce que bon, dans ma petite commune dont tu viens de parler, on a la chance d'avoir conservé une distillerie ancienne, et ça, l'objet est important, c'est-à-dire que
aux Journées du patrimoine, on a du monde parce qu'on a un objet qui représente quelque chose, un ancien alambic, donc ça peut interpeller, et donc ça, il faut qu'on fasse ce travail aussi de sensibilisation, de conservation, de préservation et de sensibilisation. Là, il y a un vrai souci d'associations qui ont de plus en plus de mal et de musées qui ont de plus en plus de mal. Oui, c'est pas les associations qui ont du mal à communiquer, c'est qu'elles communiquent, mais encore faut-il trouver le public intéressé. Les gens restent chez eux, les gens restent sur Internet, sur les écrans, mais ils vont pas à Tigy pour visiter le petit musée ou à Loury. Voilà. À Orme, il y a un petit musée de la polyculture. Personne ne le connaît. C'est dommage parce qu'il y a des contenus intéressants à visiter dans ces petits musées. Merci à tous les trois. Est-ce qu'il y a encore peut-être des sujets que vous vouliez aborder par rapport à la mémoire orale, le folklore, les traditions, Christian Chenot. Oui, tu as parlé tout à l'heure le patrimoine immatériel aussi, c'est important. C'était très à la mode, mais maintenant, voilà, il faut aussi qu'on travaille sur tout ce qui est, bien sûr, collectage oral, mais aussi préservation des savoir-faire. Et donc là, par exemple, à l'occasion du Festival de Loire, il y a tout un travail qui a été fait pour inscrire la navigation avec voile carré au patrimoine mondial immatériel à l'UNESCO. Et parce que voilà, la navigation à voile carré, ça se pratiquait essentiellement sur la Loire, avec nos chalons de Loire. Et donc, c'est quelque chose qui est important aussi d'inscrire dans l'histoire. Donc, on peut parler des chansons aussi. Et des chansons, bien sûr. Tout ce qui est chansons, contes, chansons de mariniers, proverbes. Enfin bon, il y a tout ce travail aussi de collectage à faire et de conservation et de diffusion. Voilà. Donc, de chansons de langue aussi, les langues anciennes qui se perdent. Le patois beauceron. Et là aussi, il y a aussi un travail de démystification en quelque sorte, parce que notamment si on parle des chants de marins, il y a tout un folklore qui s'est développé, et bon, des fois il y a des gens qui se disent, qui nous présentent des chants de marins. En fait, c'est des chants qui ont été écrites en 1940 par des érudits, mais qui n'ont jamais été sur un bateau. Donc, faut aussi faire un travail de recherche sur les textes. Voilà. Il faut veiller à la véracité des sources. Voilà. Merci à tous les trois pour cette discussion sur le travail qu'on mène tous en tant qu'association. Véronique. Moi, je voudrais juste dire que les généalogistes qui font de la généalogie depuis très longtemps ont accumulé énormément de documents, mais quand ils s'en vont, quand ils décèdent, tous ces documents restent là dans un carton et retombent dans l'oubli. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'il faut essayer de transmettre ces recherches, soit en écrivant des petits articles et puis qu'on puisse mettre dans des bulletins ou dans des blogs maintenant, et pour que ça puisse rester, que ça ne soit pas perdu. Il faut écrire. Voilà. C'est le message que je passe régulièrement à des personnes qui ont eu une vie riche, voire qui ont eu plusieurs vies, des choses intéressantes à raconter, mais qui sont pas conscientes que ça a un intérêt, et du coup, ils repartent. C'est vrai que nos ancêtres ont eu ont vu leur commune évoluer, on est arrivé de l'électricité, l'eau potable dans les maisons, tout ça, maintenant, ça nous paraît, mais il faut l'écrire. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Ouais, tout à fait. Une petite pub pour terminer. Ouais, bien sûr. La 44e bourse des cartophiles du Loiret aura lieu à Saint-Nienval le 12 novembre. Et là aussi, c'est important que les bourses se maintiennent. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce contact au cours d'une bourse, on est vendeur, on est acheteur, on discute, on se renvoie d'un stand à l'autre, et tous les gens qui viennent à la bourse de Saint-Nienval repartent en disant j'ai trouvé un truc que je cherchais depuis longtemps. Et ça, on l'a pas sur Internet, pas possible. Alors maintenant, les gens vont chercher leurs ancêtres ou leur carte postale sur Internet, alors que s'ils participent à ce genre d'événements collectifs, c'est vachement plus riche. Donc il faut venir à Saint-Nienval. Pascal Brisson a parlé ce midi de la bourse aux monnaies de l'ANC. Numismatique, c'est c'est pareil. Il y a un monde fou qui vient à cette bourse également. C'est peut-être les mêmes personnes. Et ça, faut qu'on maintienne, parce que c'est important, ce rapport humain qu'on a. On travaille, on commente, et puis vous recherchez tel thème, un tel il en a, un tel il en a, et on discute, et
Et très souvent, on repart avec des pièces qu'on recherche. Ouais. Je voudrais pas terminer la discussion sans parler. Non. Sans parler évoquer la mémoire de l'ancien président du Loiret généalogique, Xavier Guyot, qui est décédé, qui était intervenu au micro de Radio Vague il y a quelques années. Et je pense qu'il aurait peut-être été là pour parler de généalogie également. J'ai deux autres invités qui sont passés au micro de Radio Vague, qui sont Jean-Paul Imbeau et je cherche son prénom, Riguet, qui parlait de la bataille de Patay. Jean-Pierre Sueur, vous le connaissiez. Jean-Pierre Riguet, non ? J'ai un trou de mémoire. Jean-Paul Imbeau est décédé. Il était venu parler d'horticulture, de l'histoire de Saint-Marceau, et donc il devait participer également à cette réunion aujourd'hui. Il y a une personne qui m'a appelé récemment, je savais qu'il était décédé, il y a une personne qui m'a appelé récemment, une personne de la mairie d'Orléans, je crois, qui a repris l'agenda de Jean-Paul Imbeau et qui m'a dit, bah oui, monsieur Imbeau devait participer à votre réunion. Et voilà, j'aurais tellement aimé qu'il soit là aujourd'hui pour parler de son sujet de l'horticulture. Il connaissait beaucoup d'autres choses aussi sur les voitures anciennes, sur la jardinerie. Il intervenait régulièrement sur France Bleu et on le salue. On salue sa mémoire. Merci à tous les trois, merci à notre public et merci aux auditeurs de Radio Vague, en FM, en vidéo sur YouTube. J'espère qu'on pourra, Michel, est-ce qu'on pourra revoir les vidéos de... Normalement, oui. On le saura ce soir si ça a marché. Donc, en fait, il faut aller sur la page YouTube de Radio Vague. Donc, sur YouTube, il faut taper le mot-clé Vague FM Radio et soit on était en direct aujourd'hui, soit en podcast, on pourra revoir. Mais du coup, c'est une vidéo qui dure 6 heures, 7 heures, alors non ? Non ? Attends. Non, elle est coupée en deux. Ah, en fait, ça va être 2 vidéos. 2 vidéos. Oui. Bon, moi, je serais content. Mais à moins que j'arrive à la récupérer et je recollerai pour que ça fasse qu'une vidéo. On peut le faire aussi. On va te faire travailler parce que moi, j'aimerais bien que ça soit accessible. Ça serait sympa. Ouais. On va essayer. Non, parce qu'il y a eu des discussions intéressantes, donc ça serait bien de pouvoir les... Non, mais normalement c'est bon parce que Patrice a surveillé. Ouais. Merci. J'ai pas remercié tous les bénévoles de Chevilly Histoire qui ont aidé, qui ont fait en sorte que ça fonctionne bien. Au début de la matinée, j'ai dit que c'était un petit peu, ça a été hasardeux. Techniquement, on a eu du mal. Ça aurait très bien pu échouer. Non. Et puis finalement, ça a bien marché. On avait plusieurs solutions. Donc... Ouais. Tous les bénévoles et de Radio Vague et de Chevilly Histoire. Je remercie l'association paroissiale de Chevilly qui a bien voulu mettre à disposition cette salle. Merci à eux, merci à vous, merci à tous et à bientôt. Voilà, on va donner l'antenne bien sûr à Radio Vague à Artenay. Et puis moi je tiens à remercier Hervé, l'informaticien de Radio Vague qui est venu nous sauver ce matin pour que cette émission soit réalisée dans les beaux moments bien sûr. Voilà, allez, nous on va se passer une petite musique et on redonne la place à Radio Vague là-bas.